Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans Durable, une émission d'Objectif Tech, le podcast produit par Capgemini qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise en direct du studio du 147. Angle mort des stratégies des organisations, l'adaptation au changement climatique peine à se traduire en actions concrètes et les coûts de l'inaction s'alourdissent. Dans le rapport publié en septembre dernier par la Cour des comptes, le constat est sans appel, l'inaction coûte déjà bien davantage que la transition. L'intensification d'événements météorologiques extrêmes, les perturbations du cycle de l'eau, l'effondrement de la biodiversité ou les multiples formes de pollution pèsent aussi bien sur l'activité économique que les conditions de vie et de santé humaine. Une réflexion commune entre tous les acteurs du territoire s'impose donc pour faire face à l'urgence. Mais par où commencer ? Avec nous en plateau, deux professionnels pour nous aider à décrypter ce qui se joue en ce moment. Benoît Chevalier, directeur de la stratégie d'adaptation au changement climatique de SNCF Réseau. Pascal Berthaud, directeur général de CEREMA. Puis nous rejoindra dans un instant Maëlle Bouvier. Elle est directrice du développement durable pour le secteur public et pour les services chez Capgemini Invent. Bonjour et bienvenue. Objectif durable, une émission présentée par Valère Coréard. Pour commencer et très concrètement entrer dans le sujet, comment peut-on quantifier l'impact du changement climatique en France ? C'est une vraie question. Benoît Chevalier, donc tu es directeur de la stratégie d'adaptation au changement climatique de SNCF Réseau. Vous avez des chiffres parlants à nous partager pour qu'on comprenne de quoi on parle ? Tout à fait, l'adaptation au changement climatique, et on l'a fait parce que le changement climatique, il est déjà là. Et donc, par exemple, en 2024, l'ensemble des sujets climat, inondations, chute d'arbres, etc., c'est 1 million de minutes perdues pour le système ferroviaire en France. Si ça parle pas, je peux vous dire c'est 15 000 trains annulés en un an, c'est-à-dire l'équivalent d'une journée de circulation sur l'ensemble de l'année qui a été annulée pour des raisons de beaucoup d'arbres sur les voies, mais aussi de glissement de terrain et autres phénomènes liés au changement climatique. Ce qui veut dire que cela devient non pas un sujet à la marge, mais un sujet sérieux auquel il faut faire face à l'échelle d'une entreprise comme la vôtre. Alors ça a toujours été un sujet sérieux. On est une entreprise qui est à l'extérieur et qui subit les saisons depuis longtemps, mais simplement là on voit une accélération du nombre d'événements, de leur intensité, et donc on renforce aussi nos actions. Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Peut-être pour commencer, 2 mots sur le CEREMA. CEREMA, c'est l'organisme d'expertise nationale qui traite toutes les questions d'aménagement des territoires et évidemment singulièrement l'adaptation au changement climatique. Je suis allé voir votre site internet, c'est très intéressant, on découvre plein de choses. On n'imagine d'ailleurs pas qu'il y a autant de réflexions sur tous ces sujets du quotidien. Donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller faire un tour, c'est très instructif. Pour revenir sur ce sujet de l'adaptation, Pascal, c'est un sujet transversal, avec des enjeux, des conséquences multiples. Est-ce que c'est possible de peut-être les hiérarchiser justement, ces conséquences ? C'est un peu compliqué parce qu'en fait, le changement climatique touche absolument toutes les activités humaines. Vous changez la température et vous changez l'hygrométrie, en fait, quasiment toute notre vie est régulée par ça, y compris des sujets qu'on n'imagine pas. Entre autres, on s'occupe des routes. Alors vous dites qu'une route, c'est des cailloux et puis un peu de bitume au-dessus. Le dimensionnement de tout ça, c'est en fonction de la température et de l'hygrométrie. Vous aurez dans 50 ans une dizaine de jours par an à Paris à plus de 50 degrés. Imaginez bien que la vie à plus de 50 degrés, elle est plus du tout organisée comme la vie aujourd'hui. Donc en fait, toutes les activités humaines sont touchées. Alors, est-ce qu'il est possible de hiérarchiser ? Oui et non. De façon globale, non, bien sûr, mais sur chaque territoire, sur chaque segment d'activité, là, on peut essayer de prédire un petit peu ce qui va arriver et effectivement de regarder les conséquences et en fonction de ça, de voir quelles sont les plus importantes et qu'est-ce qu'il faut traiter en premier. C'est ça la difficulté aussi, les territoires, les filières, les secteurs, les activités, c'est complexe. C'est-à-dire que si vous voulez, ça touche tout, mais ça ne touche pas tout de la même façon. Et donc, en réalité, quand on veut s'occuper d'adaptation, il faut regarder territoire par territoire, activité par activité. C'est vraiment un travail très fin dans la dentelle. On y arrive, et sur chaque territoire, sur chaque activité, on a des solutions, mais il faut vraiment tout reprendre à la base. Et côté collectivité, donc vous les accompagnez, vous proposez en tout cas des stratégies d'accompagnement. En quoi ça consiste ? On a, effectivement, on travaille beaucoup avec les collectivités. Le CEREMA, en fait, c'est un organisme qui est à moitié État, à moitié collectivité. On a plus de 1000 collectivités adhérentes. Et les collectivités qui adhèrent chez nous, on les aide à mettre en place des plans d'adaptation. On prend le territoire de la collectivité, on regarde dans le détail, effectivement,
toutes les conséquences du changement climatique, et puis on leur propose une stratégie d'adaptation, parce que si vous voulez, l'adaptation, ça paraît énorme, mais en réalité, si on prend sujet par sujet, on est capable de trouver des solutions. Ça, c'est déjà plutôt rassurant. Benoît Chevalier, donc je le disais, tu es directeur de la stratégie d'adaptation au changement climatique de SNCF Réseau. De votre côté, quel est le point de départ de votre travail ? Quelle est votre méthode en définitive ? C'est une méthode qui d'abord est basée sur la connaissance. Il faut qu'on arrive à comprendre bien les phénomènes météorologiques et aussi comment ils vont évoluer et comment ils vont nous impacter. Donc pour ça, c'est de la météo d'abord. On travaille avec Météo France notamment. Et ensuite, même quand on n'a pas encore tout compris, il faut lancer des actions parce que c'est des choses de très long terme et notamment on a des cycles de régénération. Au moment où on vient remplacer les rails, il faut mettre des rails avec les meilleures normes possibles pour être adaptés au changement climatique. Et comme on les remplace une fois tous les 30 ans, si on a loupé le coche, la fois d'après, ou alors on vient spécifiquement changer quelque chose, c'est hors de prix, on risque de devoir repousser une opération de 30 ans. Les rails, par exemple, ça c'est l'infrastructure majeure évidemment sur votre réseau, sur laquelle vous êtes particulièrement vigilant, j'imagine. Alors, tout à fait, mais les rails, la signalisation, la caténaire, et par exemple, on sait qu'il va faire de plus en plus chaud. Les rails, on sait, depuis la canicule de 2003, on a mis en place une technologie qui permet de s'assurer qu'ils tiennent à la chaleur, pour le dire comme ça, qu'ils se dilatent pas trop. Et puis, par contre, l'électronique dans les boîtes de signalisation, c'est peut-être ça aujourd'hui qui va être notre point de vigilance. Et puis, la sécurité, la santé des agents qui viennent s'en occuper aussi, bien sûr. Il y a la question, évidemment, face à cet enjeu d'adaptation qui est un peu vertigineux, mais en même temps, c'est plutôt rassurant. Ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, on peut faire des choses, en fait. On peut faire front, on peut affronter, en tout cas. On peut s'adapter. Oui, je crois qu'il y a deux éléments positifs. Le premier, c'est que c'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain, même si on commence à en voir les effets. C'est sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, on a aussi le temps de s'adapter. Et puis, comme je le disais, sur chaque élément, une fois qu'on a bien regardé toutes les conséquences, sur chaque élément, on a des solutions. Donc oui, on peut s'adapter. Après, il y a juste une question, c'est ça coûte cher. C'est vrai que quand on regarde, tu as cité le rapport de la Cour des comptes, France Stratégie a effectué une enquête, elle dit voilà, ça coûte à peu près 70 milliards par an, dont une petite moitié d'argent public. Voilà. 30-35 milliards d'argent public chaque année. Alors, d'un côté, vous dites c'est énorme, c'est épouvantable, etc. En même temps, le débat budgétaire, en ce moment même, au Parlement, c'est un débat pour savoir comment on fait pour faire 30 milliards d'économies sur le budget. Donc, on n'est pas sur des ordres de grandeur qui sont complètement inatteignables. Ce qui me fait penser que vous avez initié, avec une autre agence de l'État, enfin l'ADEME, l'agence de la transition écologique, un plan global, une mission d'adaptation, en fait, avec l'ADEME et Météo France aussi. Tu peux nous en parler ? Oui, l'idée, c'est qu'on voit aujourd'hui que la plupart des élus locaux ont compris qu'il y avait un sujet changement climatique, ont compris qu'il y avait un sujet d'adaptation, mais souvent sont un petit peu comme une poule qui a trouvé un couteau, en disant ok, il faut que je m'en occupe, mais comment je fais ? Et donc on a bâti ce guichet, et, aujourd'hui c'est environ une quarantaine de personnes, 2 ou 3 par région. C'est un guichet qui permet à une collectivité de venir, et on l'accompagne un petit peu dans le temps sur la mise en place de sa stratégie d'adaptation. On a mis en place une espèce de méthode qui s'appelle SOS Adaptation, où effectivement, quand la collectivité vient, on commence par regarder avec elle ce qu'il faut qu'elle fasse pour faire un peu son état des lieux, l'aider à définir une stratégie, etc. C'est quelque chose qu'on a lancé il y a environ 1 an, avec les moyens qui sont les nôtres, puisque évidemment, la réduction des moyens publics fait que c'est pas très simple, mais qui fonctionne assez bien. Et encore une fois, nous on est optimistes au CEREMA, on a pris le parti d'être résolument optimiste, parce que de toute façon sinon, si on dit qu'on va tous mourir, on fait plus rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'élus qui viennent nous voir et qu'on accompagne effectivement pour mettre en place leur stratégie. Concernant la SNCF, est-ce que, Benoît Chevalier, vous travaillez au sein du groupe aussi dans cette logique de territoire ? Parce que là, c'est bien de ça dont on parle. Alors tout à fait, ouais. D'autant plus que c'est pas une infrastructure toute seule qui est résiliente, c'est un territoire.
Pour faire simple, ça sert à rien que le train fonctionne si la gare est inondée et que personne ne peut arriver à prendre son train. Donc, du coup, ça nous conduit à travailler avec les régions, qu'on connaît très bien, à avoir, on va en parler, aider le CEREMA à développer sa méthode qui fait aujourd'hui référence. Et on essaye un peu d'avoir un coup d'avance, d'être un leader d'opinion, en fait, sur ce genre de sujet. Est-ce que vous avez des interlocuteurs finalement, tu parlais des parties prenantes quand on parle d'une collectivité. Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire il y a de la réactivité maintenant, il y a une prise de conscience, j'allais dire, plus ancrée et présente. Alors disons que tous les acteurs sont intéressés. Ils sont intéressés d'autant plus que l'adaptation, c'est un sujet assez local. Si on fait quelque chose pour que telle région ne soit pas inondée, elle ne le sera pas. Donc du coup, tout le monde est intéressé. Mais maintenant, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. La solution technique n'est pas toujours à portée de main. Ou quand il y en a plusieurs, alors nous, on essaie de développer une pensée économique pour voir comment on peut prioriser, trouver quelle est la solution la plus rentable quand on en a plusieurs et quand on a la chance d'en avoir plusieurs. Pascal, directeur général du CEREMA, Pascal Berthaud, tu parlais tout à l'heure de Météo France, de l'ADEME, donc on parle du CEREMA. Les opérateurs aujourd'hui sont parfois pointés du doigt aussi. Alors vous comme d'autres d'ailleurs, et pas spécifiquement vous, mais enfin c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre aux détracteurs ? Moi j'ai l'avantage d'avoir quasiment 40 ans de carrière maintenant. On a vécu pas mal d'époques. Alors, un coup, c'est les opérateurs, un coup, c'est les administrations centrales, un coup, c'est les administrations déconcentrées. On est assez champion dans ce pays pour imaginer que quand les choses vont pas bien, c'est de la faute à tel ou tel. La réalité, les opérateurs aujourd'hui, évidemment, ça représente des budgets importants, mais ces budgets importants, c'est pour faire des choses. Pour pas prendre l'exemple du CEREMA, vous prenez nos amis de l'ADEME, qui sont, alors pour le coup, très très critiqués. L'essentiel de l'argent qui est affecté à l'ADEME, il est redistribué sous forme de subventions aux entreprises, aux collectivités, pour faire de la décarbonation, etc. En réalité, derrière tout ce débat sur il n'y a qu'à supprimer des opérateurs, on va faire des milliards d'économies, vous savez, il y avait une mission au sénatorial qui a été bâti sur le sujet. Les sénateurs, c'est pas forcément des grands amis des opérateurs à la base. La conclusion, ça a été de dire, bah oui, on peut faire tout un tas de réformes, de restructurations, de machin, on économisera 500 millions par an. C'est important. Il faut le faire, si vous voulez, parce que nous, en tout cas, au CEREMA, on pense qu'une structure qui n'évolue plus, c'est une structure qui va mourir. Donc, bien sûr qu'il faut évoluer, bien sûr qu'il faut regrouper des opérateurs, bien sûr qu'il faut peut-être en supprimer certains parce que ça peut être directement effectué par l'État. Mais faut faire ça au titre de la bonne efficacité globale, mais il ne faut pas penser qu'avec ça, on va économiser 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards par an. Ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir une vision globale et que parfois c'est un peu caricaturé et qu'une agence, elle n'utilise pas l'argent que pour son fonctionnement, mais elle rayonne aussi sur d'autres... c'est ça. Le débat, c'est important, mais c'est bien aussi de dire ce qui marche concrètement parce que c'est inspirant. Benoît Chevalier pour SNCF Réseau, tu as un exemple inspirant à nous partager sur un projet, celui du contournement Nîmes-Montpellier. Alors moi j'aime beaucoup cet exemple en effet puisque c'est une ligne du réseau ferroviaire français mais qui a été construite en partenariat avec Bouygues, Ocvia, ça s'appelle leur filiale, qui exploite aujourd'hui cette ligne. Et cette ligne, elle a fait un énorme effort de transparence hydraulique. Alors dans cette région-là, il y a des pluies qui peuvent être très importantes. La transparence hydraulique, c'est du jargon, ça consiste à dire qu'on fait des tuyaux ou des ponts sous la voie pour que s'il y a de l'eau, elle s'écoule et que le talus ferroviaire ne se transforme pas en digue parce qu'il n'est pas fait pour être une digue et donc il pourrait lâcher ou être endommagé. Et donc effectivement, sous la pression d'ailleurs, il faut le reconnaître, du commissaire enquêteur au moment de l'enquête publique, avant de donner la déclaration d'utilité publique, mais enfin en gros c'est le permis de construire. Le commissaire enquêteur a beaucoup insisté pour améliorer l'ambition du projet en matière de résilience aux inondations, on va dire. Et le résultat, enfin vous pouvez aller le voir sur le site du contournement Nîmes-Montpellier, c'est ces ponts, ces viaducs qui permettent de laisser s'écouler l'eau. Et ça marche vraiment, puisque lors d'un épisode Cévenol à Lunel, à côté de Montpellier en 2021, il n'y avait plus rien qui circulait dans cette région, sauf cette ligne qui a tenu, parce que simplement elle est faite pour. Donc voilà, en faisant ça, on prépare l'avenir. Pascal, tu vois aussi parfois des belles histoires, je veux dire, c'est pas des histoires, c'est du concret, notamment des initiatives à l'échelle locale, des élus qui imaginent des solutions avec les habitants. Oui, c'est clair. Tu vois, c'est vraiment un message d'optimisme qu'on essaye de porter tout le temps. Aujourd'hui,
des solutions, il y en a, il faut juste se retrousser les manches, soit des solutions de type technologique, ce que tu citais et qui est assez réel, soit aussi des solutions en termes de changement de comportement. On a des programmes aujourd'hui sur les bâtiments publics, notamment les écoles, les lycées, les collèges, où en changeant le comportement des occupants du bâtiment, on arrive à faire entre 10 et 30% d'économie d'énergie. Voilà, nous on essaye de porter cette image que voilà, le changement climatique, à la fois, c'est énorme, ça touche tout, et si on fait rien, je pense qu'on arrive à un vrai crash sur l'humanité. Et en même temps, on a des solutions, on a 10, 20, 30 ans devant nous, et on voit sur le terrain les élus qui prennent en charge les choses, on voit qu'on commence à arriver à des solutions et à des résultats. C'est l'heure de notre chronique inspirante pour ce podcast. Bonjour Maëlle Bouvier. Bonjour. Tu es directrice du développement durable pour le secteur public et les services chez Capgemini Invent. Alors, tu viens nous apporter, je le disais, une inspiration, un regard. Il y a l'adaptation à l'échelle locale, oui, mais si on parle des entreprises qui ont des opérations industrielles, est-ce qu'il faudrait aussi prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur? Et oui, tout à fait. Je vais prendre un petit peu le contre-pied. C'est vrai qu'aujourd'hui, les stratégies d'adaptation sont pensées au niveau territorial. Et les illustrations que vous venez de fournir vont évidemment dans ce sens. Et c'est normal à bien des égards. Un territoire va regarder avec son écosystème de partenaires d'abord ses équipements, ses infrastructures, ses ressources, sa population. Mais un territoire n'est pas une île. Il s'inscrit dans une chaîne de dépendance, en amont des ressources dont il dépend et en aval des services qu'il rend. Et c'est cette chaîne de dépendance qui aujourd'hui est réellement mise sous tension à cause du changement climatique. Si je suis très concrète, notamment sur les dépendances en amont, on va prendre quelques exemples. Un territoire qui va être frappé par une sécheresse en amont, cette sécheresse va avoir un impact sur plusieurs communes et plusieurs territoires aussi en aval qui vont être confrontés à un stress hydrique et des restrictions d'eau. Autre exemple, une ligne de haute tension frappée par une tempête en amont va priver d'électricité plusieurs villes en aval. Et un dernier exemple pour faire écho à nos invités aujourd'hui, notamment la SNCF, une inondation qui va bloquer une voie ferrée, c'est possiblement l'approvisionnement de plusieurs territoires en aval qui va être contraint et menacé. Et donc finalement, l'adaptation d'un territoire, c'est aussi prendre conscience de ses vulnérabilités externes en amont, les cartographier, discuter avec les territoires qui sont en amont justement et anticiper ces ruptures en amont. Il y a effectivement donc des dépendances en amont pour un territoire. Est-ce que cette logique s'applique aussi en aval ? Complètement, effectivement. Je vais reprendre du coup plusieurs exemples. Quand on pense territoire et surtout si l'on pense collectivité, on pense aussi fourniture de services en termes de mobilité, de gestion des déchets, de protection des populations, etc. Et donc quand un territoire va être confronté à un épisode climatique, il doit aussi assurer la continuité finalement de ses services publics et également la continuité de la vie économique. Donc par exemple, une commune qui va subir une sécheresse, évidemment, elle va d'abord protéger sa population vulnérables, mais elle va aussi devoir réfléchir avec les acteurs plus en aval de comment partager la ressource en eau restante. Et donc, l'adaptation territoriale, finalement, c'est aussi ça pour les territoires, c'est la résilience de toute la chaîne. C'est aussi penser préservation des services publics, même en cas de crise, protection et résilience. Et donc finalement, vous l'avez peut-être vu arriver ou pas, mais là est tout le paradoxe, parce qu'effectivement, l'adaptation, elle est nécessairement locale. Un territoire, il a ses spécificités géographiques, en termes de ressources, etc. On ne peut pas vraiment faire autrement. Mais en même temps, cette adaptation, elle doit aussi être pensée de manière plus globale, parce que le changement climatique ne connaît pas les frontières. Il ne connaît pas les frontières théoriques et encore moins les frontières administratives, évidemment. Et comment sortir, Maëlle, alors, ou du moins composer avec ce paradoxe ? Des outils qui sont essentiels, des données d'abord, on en a parlé, partager des données sur les vulnérabilités, c'est notamment le rôle du CEREMA. On peut très certainement encore poursuivre, approfondir tout ce qui est fait en réfléchissant à quelle granularité des données, quelle qualité des données et pour quel usage. Pour aller toujours un cran plus loin. D'autres types d'outils auxquels je pense, des plans de continuité coordonnés, très certainement d'ailleurs déjà mis en place côté SNCF Réseau, mais également des exercices de crise conjoints possiblement entre les territoires, et finalement, et peut-être même surtout, une gouvernance qui articule l'action locale et la vision systémique.
Et dans toute cette dynamique, les techs ont évidemment un rôle à jouer pour soutenir ce travail. Donc on peut penser à l'IA pour enrichir les prédictions, mais également peut-être la blockchain et les jumeaux numériques pour suivre les flux, évaluer les impacts et surtout trouver des alternatives en modélisant des scénarios. Et puis tous ces outils, finalement, toutes ces technologies, elles n'ont qu'un usage, qu'une utilité lorsque l'on parle d'adaptation, c'est in fine soutenir les décisions stratégiques sur un sujet éminemment complexe, car multi-écosystème, multi-acteurs, mais aussi multi-territoire. Merci Maëlle Bouvier, directrice de la Sustainability pour le secteur public et les services chez Capgemini Invent. Pascal, directeur général du CEREMA, Pascal Berthaud. Un autre exemple inspirant, c'est celui de la méthode CEREMA que vous avez développée ensemble. C'est une méthode qui permettrait, et tu vas nous l'expliquer entre autres, de montrer que le surcoût lié au changement climatique n'est pas si énorme. Et tu l'évoquais tout à l'heure. C'est donc possible de moderniser, de renouveler, de transformer. J'allais rajouter sans se ruiner. Sans se ruiner, je ne sais pas, mais en tout cas en restant dans des investissements qui sont acceptables, à condition, et je rebondis sur ce que disait Maëlle, à condition de se mettre dans une logique systémique. Permettre de réagir un tout petit peu. Vous avez cité 2 fois le sujet de l'eau. Il se trouve que j'ai été directeur de l'eau pendant une dizaine d'années au plan national. J'ai la chance de porter la loi sur l'eau. Pour vous donner le contexte de la difficulté d'arriver à se mettre d'accord sur l'eau, c'est une loi qui a mis 9 ans à sortir au Parlement. 9 ans. Et en réalité, évidemment, face à la question des sécheresses, si on continue à essayer d'avoir le même modèle économique, ça ne marchera pas. Si on continue à vouloir faire du maïs sur des terres qui ne retiennent pas l'eau, je pense cet exemple à Dessin, évidemment, ça ne marchera pas. Par contre, aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'exploitations agricoles qui ont réussi à basculer et à montrer qu'on peut fonctionner sur des modèles qui sont totalement différents. Et moi, je vous rejoins à 100%, c'est systémique. C'est-à-dire qu'on ne s'en sortira pas par allez, on va bouger un petit peu là, on va bouger un petit peu là. C'est effectivement systémique, c'est des changements de modèles d'exploitation, de modèles de vie. Je citais tout à l'heure l'exemple, si on essaye, quand il y aura 50 degrés à Paris, de continuer à vivre comme nous allons vivre notre journée aujourd'hui, et ça va pas marcher du tout. C'est ça, si vous voulez, qui nous rend optimistes. Les conséquences sont énormes, mais on voit bien que si on change, mais vraiment dans des changements systémiques assez forts de façon de vivre, de façon de faire, c'est tout à fait acceptable. Paris, dans 50 ans, c'est le climat aujourd'hui de Barcelone. Je veux dire, à Barcelone, ils arrivent très bien à vivre. Ils vivent pas comme on vit aujourd'hui à Paris. Ma ville, Toulouse, c'est le climat de Valencia. Donc, ça veut dire qu'il va falloir changer nos modes de vie. Et l'adaptation, quelque part, c'est ça. Et alors, ça touche le mode de vie, ça touche l'activité économique. Et c'est pour ça que, si vous voulez, vous dites, on a mis au point des méthodes. Oui, aujourd'hui, vous avez des villes qui vivent avec le climat qu'on aura demain. Donc, il suffit d'aller voir comment ils font. C'est pas si compliqué que ça. Par contre, voilà, c'est des changements assez majeurs. Benoît Chevalier, directeur de la stratégie d'adaptation au changement climatique de SNCF Réseau. L'idée de cette méthode est qu'elle est simple, qu'elle inspire d'autres opérateurs d'assets industriels parce qu'il y a urgence à agir. Tu as des exemples ? Nous, on est très fiers de cette méthode parce qu'effectivement, on était les premiers à la mettre en place et que le CEREMA l'a un peu développée pour nous, mais c'est même si c'est la méthode du CEREMA, pas la nôtre aujourd'hui, et qui fait autorité, alors il y en a d'autres, mais qui fait quand même autorité dans l'évaluation de la vulnérabilité pour un territoire. Alors, connaître les vulnérabilités, c'est bien, mais bien sûr, après, ça permet aussi d'identifier les actions à faire. On parlera de différents types d'actions, mais je sais que mes amis d'Enedis, dont je dépends, parce que s'ils me coupent le courant, je ne peux plus faire rouler mes trains, ils ont cette solution de prépositionner des équipes et des camions avec tous les équipements à l'annonce d'une tempête. On a vu hier la tempête Benjamin, je crois. Donc voilà, on met ça en place. C'est le résultat de ces études de vulnérabilité des actions mises en place. Voilà, au moment où on enregistre, nous sommes le 24 octobre pour qu'on comprenne bien cette référence. C'est très clair. D'ailleurs, autre chose qui semble de plus en plus claire pour le CEREMA, Pascal, des entreprises maintenant viennent à votre rencontre ?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est aussi un des éléments que le changement climatique est vraiment en train d'entrer dans la société. C'est que les entreprises, qui sont souvent assez vigilantes justement sur ce qui va se passer dans les années à venir, aujourd'hui intègrent de plus en plus cette question du changement climatique. Et c'est vrai que nous, on est de plus en plus amenés à travailler avec des entreprises, à développer des méthodes sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de résilience, c'est quoi les conséquences du changement climatique à laquelle mon entreprise peut être exposée et comment je fais pour m'y préparer. Et je crois que c'est effectivement peut-être l'élément le plus remarquable, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique, il est vraiment passé au niveau des collectivités, au niveau de la vie économique dans les entreprises. C'est-à-dire que moi qui suis un peu vieux, qui ai commencé à une époque où l'écologie c'était vraiment très très marginal, aujourd'hui ces sujets-là, ils sont clairement dans la tête des acteurs de la vie publique, de la vie économique, et c'est aussi ce qui peut nous rendre optimistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ensemble des acteurs ont pris conscience du sujet, petit à petit on va mettre en place des plans de résilience, on va mettre en place ce qu'il faut. Et la technologie vous aide, Benoît, sur SNCF Réseau ? Oui, on essaye de l'utiliser. Alors, toutes les sortes de technologies. Le cœur de notre action pour la résilience climatique, c'est quand même la régénération. Une infrastructure récente sera toujours plus résiliente qu'une ancienne. Donc, on a notamment un plan pour passer de 3 milliards d'euros par an d'investissement dans la régénération à 4,5 milliards d'euros d'ici 2028. Ça va apporter de la résilience. Après, on peut aller aussi chercher des technologies un peu plus pointues. On a un projet de recherche, par exemple, pour suivre les talus par satellite. On a des projets sur des injections de matériaux dans le sol pour empêcher les retraits et gonflements des argiles qui sont un problème général autant pour les infrastructures et surtout pour nos bâtiments. On a aussi des lidars qui vont aller détecter la forme de la végétation autour des voies et puis pour essayer de détecter les arbres dangereux avec un peu d'intelligence artificielle pour mettre en œuvre cette détection. Après, bien sûr, il faut les traiter. Donc, un mélange de techniques anciennes, éprouvées, mais en utilisant les normes les plus récentes et puis de projets plus de recherche un peu high-tech. Merci Benoît Chevalier, tu es directeur de la stratégie d'adaptation au changement climatique de SNCF Réseau. Merci à Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Et puis merci bien sûr à Maëlle Bouvier, directrice de la Sustainability pour le secteur public et pour les services chez Capgemini Invent. Alors si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, laissez des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées, partagez bien sûr cet épisode avec votre entourage. Vous pouvez aussi aller écouter Trajectoire, l'émission d'Objectif Tech présentée par Delphine Le Garlès qui aborde le sujet de la transition numérique. À très bientôt pour un nouveau numéro de Durable, une émission de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.